Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Le Monde Inconnu. Nous poursuivons avec la méditation, solution aux problèmes dans un angle différent. Bon, alors on va parler du karma et la mystique du mariage. Donc karma et mystique du mariage. C'est-à-dire on essaie de voir toujours dans le cadre de relations de famille comment un homme peut s'occuper de sa spiritualité. Parce que seul, ça se fait peut-être pas déjà facilement, ou alors ça se fait peut-être bien. Alors, accompagner, ça sera comment? C'est ce qu'on essaie de décrypter tout le long de ces éditions. Nous sommes à la 3e édition, nous parlons toujours mariage. Alors ce soir donc, on va voir l'aspect karmique du mariage. Et à la 2e partie de cette chronique, nous proposons méditation et discernement. Méditation et discernement industriel. Voilà. Alors, vous aurez votre chronique en 2 parties. La réflexion, la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement. Voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 45. Karma et la mystique du mariage. Il y a un mot sanskrit hindou sans doute utilisé couramment en français, le karma. Nous avons choisi à en décortiquer parce que du point de vue religieux, dans l'hindouisme et le bouddhisme, il traduit le déterminisme selon lequel toute existence humaine est régie par les actions accomplies au cours de vies antérieures, voire de vies successives. C'est dans ce cadre qu'on parle de la loi du karma. Il nous est judicieux d'aller au fond de cette loi afin de mieux saisir la portée de celle-ci, car nous restons convaincus que c'est elle qui régule nos existences comme réponse à infliger à nos actes. Toutefois, les êtres vivants que nous sommes devons être conscients que la conséquence de la totalité de nos actions positives et négatives du passé, de nos vies antérieures, nous incombe. Question de savoir que nos crachats projetés en l'air n'y resteront jamais suspendus, car on récolte toujours ce qu'on a semé. Autrement dit, tous sommes soumis sous le fait de la loi du karma, ce qui veut dire que ce que nous avons fait ou faisons aujourd'hui en bien ou en mal nous reviendra en pour ou contre tôt ou tard. De même qu'il peut arriver qu'un arbre cache la forêt, idem on note que cette loi soit accomplie par la loi de compensation. Il s'agit d'un groupe de lois qui traduit en même temps le mécanisme des sous-lois régissant la cause à effet. Pour ne pas nous détourner de l'essentiel de cette édition, voyons ce qu'en est de la mystique du mariage vis-à-vis du karma. Et permettez-nous en même temps d'en faire l'économie de détails en vue d'aborder l'énigme d'amour karmique. Lorsque nous parlons des vies successives, nous mettons en même temps l'accent sur le chemin parcouru par l'âme. Elle est donc responsable de ce qu'elle fait. C'est ici que naît le karma. Dans les rapports humains, particulièrement ceux qui concernent l'homme et la femme, il existe inéluctablement un lien, l'amour karmique. Il désigne une relation importante dans la vie du couple, parce qu'homme et femme, ces deux entités d'âme doivent répondre aux actes communs qu'elle ait posés dans leur passé plus ou moins lointain en de nombreux domaines et notamment sur le plan sentimental. En règle générale, cet amour résulte d'un lien très fort qui est créé des mécanismes des actes identiquement communs au cours d'une vie antérieure. Finalement, on constatera que ce couple est appelé à répondre à leurs actes tant de leur passé antérieur qu'au présent. Le lien entre ces deux âmes ayant été marquant
très cher peut être sous le feu d'une vengeance, de fait d'une souffrance que l'une des parties est infligée à l'autre ou par le biais de la convivialité, une vie commune récompensant relativement les effets positifs des actes du passé antérieur, venant harmoniser le quotidien de ce couple. À redéfinir le mariage, nous tombons d'accord qu'il s'agit d'une union matrimoniale contractuelle et ou coutumière. Il peut être de durée illimitée, déterminé ou indéterminé, reconnu et encadré par une institution juridique et ou religieuse. Alors, ce qui est du karma vis-à-vis du mariage est peu connu du commun des mortels. Pour cela, quelques questions se posent. Pourquoi certaines personnes ne se marient-elles pas ou ne parviennent pas à se marier? Pourquoi d'aucuns se marient facilement et pourquoi d'autres ne sont-elles pas heureuses dans leur mariage? Que de questions. Est-ce qu'il s'agit du karma? Il va sans dire que beaucoup de gens pensent trouver un bonheur dans le mariage, sauf que beaucoup d'entre eux ignorent déjà les règles d'une vie de bonheur et l'en tiennent simplement à la vie menée au jour le jour. Cette ignorance qui fait chercher le bonheur dans le mariage est que pour eux, le mariage est une sorte de réussite sociale, de succès matériel, pas forcément spirituel. Il serait le plus grand bonheur de la terre. Malheureusement, il finit par être pour d'autres qui, ayant réussi à l'avoir, il en est devenu un piège par certaines réalités. Métaphysiquement, le mariage est une énigme dont les faits et méfaits ne sont pas absolument liés au régime matrimonial, mais bien plus au karma. D'abord, l'âme n'a pas de sexe, c'est juste question de la mission terrestre à accomplir. Résultat, s'agissant de la mystique du mariage, il est donc difficile à connaître l'élévation de son âme toutefois que le mariage s'est avéré être un échec. Que ce soit un mariage polygamique ou monogamique, toujours est-il que les difficultés restent marquantes. Mésententes, tensions conjugales, coups bas, empoisonnement, des démêlés de la belle famille, sorcellerie, magie noire, autres conflits et divorces. Alors cherchons simplement à savoir quoi faire pour mener à bien la divinisation de notre être intérieur, en s'appliquant à une méditation circonstancielle adaptée à notre charge karmique sous le feu de la polygamie troublante ou de la monogamie émouvante. Professeur Herman Lipote, karma et la mystique du mariage. Pourquoi avoir choisi ce thème? Alors c'est parce que l'autre jour, on a parlé de la polygamie, mais on n'avait pas pu expliquer de fond en comble. On a parlé polygamie et monogamie. On a semblé dire que la monogamie était un régime matrimonial. Oui. Bon, et que quand on dit régime matrimonial, on fait allusion à une institution née hier et créée de toutes pièces, c'est-à-dire des choses que l'homme, en étudiant la vie et en ayant constaté que la polygamie, le partage n'était pas facile, il fallait se retrouver à une autre donne, celle d'imposer la monogamie. Parce que dans certains pays, on impose la monogamie, ce qui montrait que ce n'est pas quelque chose qui concerne tout le monde, ou bien qui soit traditionnel. Parce que là où il y a une loi, ça veut dire que les gens ne veulent pas marcher, et on les fait marcher. Là où il n'y a pas de loi, ça veut dire qu'il y a l'absence de la nécessité de mettre en place une loi. Donc lorsque on peut rencontrer dans certains pays l'obligation d'être monogame, de ne pas avoir plus d'une épouse, et que cela soit du domaine des institutions religieuses ou pas, ou que ça soit tout simplement un problème étatique, on comprend que des études peut-être, ou bien les buts à atteindre ont amené à ce qu'on pense autrement sur la chose du mariage. Alors c'est pourquoi aujourd'hui le problème de polygamie et de monogamie se pose comme un problème crucial. Et du fait que nous sommes dans une émission éthique, que le monde inconnu, c'est une émission sociale,
d'un autre genre, c'est-à-dire qui permettra à ce que les gens se prennent en charge, et que pour se prendre en charge, il faut être à même de comprendre les mécanismes de la vie, dans tous les sens, la vie sociale, la vie individuelle même déjà, et ça nous échappe, on ne sait pas pourquoi nous sommes là, et pourquoi nous sommes comme nous sommes, pourquoi nous sommes dans une société donnée, pourquoi le monde est comme il est. Alors tout cela, il faut peut-être pas des avant-gardistes, pas des guides, mais il faut quand même qu'on s'y penche, qu'on essaye de voir comment redonner un sens à la vie conséquente, c'est-à-dire comment faire à ce que les gens vivent conséquemment. Alors donc, dans le cadre de la méditation, la solution à nos problèmes, nous sommes au 45e chapitre, toujours sur ce même thème, avec des multiples articulations. Nous avons pensé qu'on ne peut pas avoir une vie méditative si on n'a pas réussi à mieux se marier. On ne peut pas. Alors, commencer à donner des recettes de méditation aux gens, sans les parler de l'alimentation, sans les parler de leur mariage, de leur vie de couple et tout. Oui. Nous pensons que cela ne devrait pas être un travail bien fait. Et pour parfaire notre travail, on essaye à chaque fois à mener à ce que, d'édition en édition, que les gens comprennent qu'il y a beaucoup à faire dans notre vie. Et dans ces beaucoup à faire, il y a donc à faire mieux de voir comment vivre dans un mauvais mariage ou comment vivre dans une situation de polygamie. Parce que quand je dis mauvais mariage, c'est le mariage où soit l'homme impose sa volonté à sa femme, malgré que ce soit un mariage monogamique, ou alors le contraire, la femme s'impose et dicte sa loi, du fait que l'homme s'avère tout petit parce qu'il faut tout le temps monnayer, donner des présents et tout, sinon rien ne va dans la chambre à coucher. Alors, résultat, nous sommes donc obligés de soulever les couvertures ou bien alors casser des baraques, ouvrir les chambres, voir qu'est-ce qui se passe dedans et par la suite donner des conseils, si possible. Si ce soir on peut apporter quelques conseils, ça sera aussi en fonction des questions que je vais recevoir. Bien sûr. Voilà. Parlons du karma. Alors, tout ce qui nous arrive, c'est le résultat de... Vous dites souvent, c'est quoi? Tout ce qui nous arrive, c'est le résultat de notre façon de prendre la vie. Parce que le karma, d'un côté, est bon, de l'autre côté, est mauvais. Donc, c'est positif et négatif. Souvent, on l'utilise en se penchant seulement sur le côté négatif. Parce que quand c'est bon, tu vois, tout le monde est content. Quand c'est négatif, des fois, on s'en moque. D'accord. On récolte toujours ce qu'on a. Voilà, ce qu'on sème. Voilà. Est-ce à dire que ces personnes, ces jeunes filles qui ne parviennent pas à trouver mari, professeur, ça veut dire que, en quelque sorte, elles sont fautives? Bon, on ne peut pas attribuer de tort à qui que ce soit, parce que il y a des phénomènes dans la vie qui sont tels que se marier peut s'avérer inutile par rapport à certaines personnes en fonction de la mission qu'elles ont à accomplir au cours de cette existence. Parce que chaque existence est l'équivalent d'une mission. Alors donc, si vous avez une mission à accomplir qui ne voudrait pas que vous soyez marié, vous allez forcer le mariage n'importe comment, vous n'allez pas pouvoir. Ou vous pouvez même vous marier, mais vous ne pouvez pas rester avec une femme ou bien avec un homme. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas qualifié du point de vue bonnes habitudes, bonnes manières et tout, à pouvoir garder époux ou épouse, mais simplement parce que votre mission vous réclame autre chose que d'être marié. Alors donc, cette autre chose est toujours de facteur spirituel, parce que la spiritualité n'est pas seulement d'aller se mettre sur un toit, commencer à crier
C'est pas là où Jésus-Christ est. Non, c'est pas ça la spiritualité finalement. La spiritualité, c'est quelque chose de discret. Oui. Hein? Bon, parce que ceux qui lisent la Bible savent bien que Jésus disait quand il faut prier, il ne faut pas se mettre ici et là, appeler les gens, venez voir comment je prie ici. Ou quand il faut jeûner, il faut que tout le monde soit au courant que tu es en période de jeûne. Non, tu jeûnes, c'est pour toi. Et tu jeûnes, tu sais pourquoi. D'ailleurs, même en jeûnant, sans que personne ne soit au courant que tu jeûnes, c'est là que tu jeûnes mieux. Parce que là, tu as toutes les tentations. Hein? On ne t'évite pas les tentations. Et si, c'est comme dans des épreuves. Hein? Si tu traverses toutes ces épreuves pendant toute la période de jeûne, c'est là que tu as bien jeûné. Mais c'est là que tu as eu la victoire de l'acte posé, l'acte de jeûner. Ben, si tu jeûnes, tu dis à tout le monde, ne me donnez pas à manger. Hein, évitez de venir me parler. Hein, ne me proposez pas des relations d'X manière ou d'Y. Et tout ça. Bon, donc, tu ne jeûnes pas. Tu as mis les gens en garde pour qu'on ne te tente pas. Parce que c'est la souffrance qui est le maître ou la maîtresse de la vie. Sans la souffrance, on ne réussit pas à vivre normalement. Ceux qui ne veulent pas souffrir ne veulent pas vivre. C'est pourquoi, si on regarde bien dans l'histoire de l'humanité, c'est après une guerre que la paix commence. C'est pas avant. Bon, il y en a qui condamnent la guerre, mais parfois c'est la guerre qui apporte la paix. Bon, parce que l'homme ne comprend que lorsque il est puni. Voilà, donc il y a des situations telles qu'il faut faire la guerre contre soi-même. Hein? Il faut se mettre dans un registre de dire que il y a à manger, je suis dans le milieu où on mange, il y a à boire, je suis dans le milieu où on boit, mais je ne bois pas. D'accord. Voilà. Je voudrais qu'on parle un peu des démêlés avec la belle famille. Est-ce qu'une mauvaise dot peut avoir une influence négative dans un couple? Alors justement, c'est pourquoi on parle de la mystique du mariage. La mystique du mariage, c'est quoi? C'est qu'on ne sait même pas pourquoi on s'est marié. Bon, parfois on croit le savoir. Hein, parce qu'on a aimé un homme ou une femme, parce qu'on a un libido très accentué, parce qu'on veut procréer, parce qu'on veut les présents permanemment, ou bien on a vu une jolie maison, on veut intégrer cette maison parce que le monsieur prétendument est gentil. Donc il y a tellement de parce que. Dans parce que là, il y a parfois des barrières de la famille, dans les styles actuels. Hein, le mariage n'implique plus la famille comme avant, parce qu'avant, les familles mariaient leurs filles, c'est-à-dire les familles donnaient la fille en mariage. C'était ça, marier sa fille. Donc prendre ta fille, donner à quelqu'un en mariage. Et c'est la famille qui était garante, c'est-à-dire c'est elle qui décidait, hein, qui ayant été à l'amont, je vais dire, et ayant décidé que cet enfant, notre enfant doit se marier à cette fille ou à ce garçon. Alors, nous pensons pas, mais nous savons que ça va donner quelque chose de bon qui va lier les deux familles. Parce qu'en fait, c'était parfois des familles qui se connaissaient, le plus souvent. Et quand les familles ne se connaissaient pas, on partait voir des voyants, hein, pour essayer de circonscrire le milieu dans lequel l'enfant part. On ne la laissait pas, surtout les filles, dans la gueule du loup, simplement parce qu'il y a eu beaucoup de présents, la dot. Non. Donc, les filles étaient dotées d'emblée sans commune mesure. Aujourd'hui, du moins, après un temps, on a constaté que les femmes prenaient la décision de se marier avec le concours des institutions mises en place pour mettre le désordre dans la société qui a permis le banditisme, les agressions et tout, de tout genre. C'est-à-dire un genre de tissu familial de cousu. D'accord. Et pour revenir à la dot, professeur? Comme nous en sommes aujourd'hui. Donc, à partir de là, la malédiction est entrée dans les ménages. Alors, d'abord, on ne te dote pas. Tu pars seulement. Hein? Aucun membre de ta famille n'est d'accord, ou bien on n'a même pas vu ton homme. Vous commencez à bricoler
une relation, mais sauf que le bruit court. Et là, on a le temps de bloquer quelque chose. Soit tu ne procrées pas du tout. On a le temps de bloquer Quelque chose. On, c'est qui? La famille. D'accord. On mis pour la famille, c'est-à-dire les ayants droit. Hein? Qui sont les oncles, les tantes? Qui sont les oncles, les tantes, et même le père et la mère, parce que ça dépend de son état d'esprit. D'accord. Peut décider que, bon, vous n'allez pas procréer, rester là-bas comme ça. Bon, jusqu'à ce que cette situation-là soit résolue. Dès qu'elle est résolue, allez, le lendemain, tu procrées sans qu'il y ait une intervention médicale, alors qu'on a tout fait, déboucher les trompes. La médecine a raconté toutes les histoires qu'elle a l'habitude de raconter pour chercher de l'argent, parce que c'est une médecine à sous. Alors finalement, animer l'économie de marché n'amène pas le résultat sur des affaires occultes. Bon, pour finir, on se retrouve dans une situation où il faut absolument que la chose soit réglée. Alors, il y a eu des cas où vous avez des enfants à l'insu de la famille, mais finalement, ils commencent à mourir un à un. Bon, simplement parce que votre acte n'est pas encore dédouané. Bon, on ne sait pas trop qu'est-ce qui tue les enfants. Vous perdez un enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant. Oui. Bon, des fois, on laisse. Bon, tu vas faire les enfants. D'aucuns parlaient de la sorcellerie de la femme elle-même ou de la belle famille. Mais alors, de la belle famille de la femme, pas la belle famille de l'homme. Bon, et pourtant, non. C'est la famille qui attend manger de quelque chose. Un tout petit quelque chose, symboliquement au moins, hein, qui ne voit rien. Alors, donc, les droits de l'enfant, les droits de la femme, hein, sont tels que le fait de copier ce qui se passe ailleurs a mis aussi l'Afrique dans les problèmes. Parce qu'ailleurs, on se fout de la procréation. Mais l'Afrique ne se fout pas de la procréation. On ne se fiche pas le fait que tu entres dans un mariage, tu ne fais pas d'enfant, et puis on dit que tu es marié. Non. Mais ailleurs, on s'en fout. D'ailleurs, les gens se marient de leur maman ou de leur grand-mère. C'est-à-dire un monsieur, il sait bien qu'il n'a pas d'enfant, mais il part se marier d'une femme qui a fait les enfants avec quelqu'un d'autre et elle n'en fait plus. Elle est en ménopause, c'est celle-là que toi tu peux apprendre. Bon, c'est un style de vie de certaines régions du monde ou des Occidentaux pour bien circonscrire cette région-là plus précisément. Donc on a la famille qui est à la base, qui doit être à la base des mariages. Parce que la famille doit bénir le couple. Et la bénédiction, c'est le fait d'être en phase avec le couple. Mais sauf que, même en dotant, il peut arriver que le partage des biens reçus du beau-fils, hein, n'a pas été convenable pour tout le monde. D'autres ont envie qu'on les donne plus. Entre-temps, ils n'ont même pas payé un bic, un cahier, un crayon à celle-là qui se marie. Du tout. D'ailleurs, l'évolution des enfants de son frère était tout de mauvais à envisager et non rien de bien. Alors, mais pour manger, on vient là maintenant, comme pour dire c'est ma fille, machin et tout. Alors, on se retrouve que cette personne va vouloir plus parce que elle a besoin de faire quelque chose, mais c'est une provocation. Et cette provocation va amener des remous, et derrière ces remous, on va profiter des mots qui en sortent pour pouvoir visser quelque chose. Alors, l'enfant marié de l'autre côté peut commencer à avoir des problèmes. L'enfant de la famille, c'est de la fille en question, quoi, peut commencer à avoir des problèmes à cause de ces démêlés de famille. Donc ces démêlés peuvent aussi être du côté de la belle-mère qui dispute la place. Bon, là maintenant nous sommes en face de l'autre côté, c'est-à-dire là où tu pars en mariage. Tu trouves une belle-mère qui discute la position qu'elle avait avec son fils, avec toi. Elle voudrait que, comme son fils venait avec le salaire lui donnait,
Il faut que ça continue comme ça. Une maman possessive. Hein? Une maman possessive. Oui, mais une maman qui restait seulement une chose, c'est de passer où il y avait son fils. D'accord. Bon, alors donc, elle ne conçoit pas que son fils puisse ne plus être à sa disposition comme avant. Alors, c'est elle qui doit décider à la place de l'épouse, qui est sa bru, simplement parce que c'est son fils. Hein? Alors, tu vois donc une mère comme ça, laisser son fils à la merci d'une fille, venue de nulle part et parfois même choisie par elle, mais qu'elle faisait ce choix simplement parce qu'elle était convaincue que ce choix-là permettra à la fille de comprendre que c'est elle qui a le dernier mot dans ces mariages qu'elle est en train d'accéder. Voilà. Donc on a tellement de cas de figure. Et dis-moi alors, derrière tous ces cas, où est la spiritualité? Nulle part. Nulle part. Et comment on peut donc venir à la télé commencer à donner des exercices de méditation aux gens? Parce que la méditation, la solution à nos problèmes, sans en parler. Je crois qu'on comprend pourquoi on en parle. Voilà. Professeur Emmanuel Lipote, c'est un peu compliqué parce que là, on est en Afrique. Bon, mais on a souvent constaté qu'il y a certains papas qui refusent la dot de leur enfant. Et quand la jeune fille amène son fiancé, bon, le père dit « Mais voilà, vraiment, je suis content de vous voir. Allez d'abord vous marier. Pour la dot, vraiment, il n'y a pas de problème, attendez d'abord. » Et aussi, il se dit que quand un homme dote sa femme, ça veut dire qu'il a la main mise sur elle. C'est-à-dire, il peut, entre guillemets, la vendre dans la sorcellerie, il peut. C'est pour cela que certains parents refusent de prendre la dot. Bon, alors, disons que si la dot est symbolique, ça veut dire que ce n'est pas un acte de vente de quelqu'un. Je vais dire quoi? C'est-à-dire que la belle famille qui vient à prendre une fille chez nous, par exemple, ou n'importe où, c'est que il faut la cola. Cette cola-là peut devenir un peu. Ça peut devenir, ça peut être n'importe quoi, pourvu que ça soit considéré que c'est la cola qu'on a donnée comme ça. Alors, maintenant, si quelqu'un pense que on lui a donné un gibier, ça peut être très vrai comme ça peut être faux. Bon, ça peut être très vrai parce que même les femmes elles-mêmes, sans même avoir été en mariage sur la base de haut et de leur famille, peuvent devenir le gibier d'un certain monsieur, prétendument le mari, quoi. Bon, ça dépend. Parce que c'est des situations qui peuvent arriver aussi avec des personnes qui, au-delà du mariage même, tu peux avoir une amitié avec une personne, vous faites les affaires ensemble, il te met dans le femme-là. Ouais, parce que tu ne sais pas que tu es en train d'entrer dans une confrérie qui ne dit pas son nom. Parce qu'on parlait seulement franc-maçonnerie, rose-croix, machin, tout le temps, dans les télés, la radio. On ne parle pas de femme-là, pourquoi? Parce que dire femme-là, lorsque tu es journaliste, tu as les diplômes, c'est revenir, c'est être un rétrograde, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'évolue pas avec la société, comme si Dieu évolue. Dieu il est resté le même, le jour est resté le même, la nuit est restée la même. Les pluies tombent toujours, même si on parle de changement du climat. La nature, elle est là toujours, malgré qu'on la menace parfois, mais elle nous rend ça dur quand elle se fâche. Donc, le femme-là peut donc faire en sorte que tu te retrouves dans un ménage où toi tu crois que tu es en mariage, alors qu'on t'a eu là pour faire les affaires d'argent. Alors, donc, que tu sois marié ou pas, quand tu es de connivence intime dans l'union sacrée qui passe par
le sexe, Oui. tu peux te retrouver qu'un homme te loue une maison. Il y a eu des cas comme ça. Il y a eu un cas comme ça à Kayoli. Bon, quand on était petit, il y avait une petite qu'on avait loué une maison. Elle était tellement belle, mais on l'a louée toute une villa, avec climatiseur partout. Mais avec 2 ou 3 voyages, je ne dis pas dans quel coin du Cameroun on allait. Un jour, l'accident s'est produit et elle était partie. Elle n'a même pas fait un an et demi avec la personne. Bon, il en est sorti des propos même des membres de la famille, pas de la dauphinte, mais de son soi-disant fiancé ou quoi, de son gars, son sponsor, Oui. qu'on l'a tué, c'est tout. Voilà. Donc, il y a 2 fois, on te donne un cadeau, mais c'est un cadeau piégé. On te donne de l'argent, c'est un argent piégé, parce que les femmes ont l'habitude de dire que je n'ai rien demandé, on m'a donné. Alors, je ne dois pas prendre que j'ai demandé quoi. Elle ne fabrique pas. Bon, voilà, je fabrique l'autre. Alors, dans ce genre de situation, tu es dans la gueule du loup, Oui. et tu ne t'en sortiras pas, parce que tu n'as jamais posé la question que tu me donnes cet argent, pourquoi? C'est ça, parce que l'argent, ça se travaille. D'accord. Voilà. Ok. Il est temps de passer à la deuxième partie de la chronique. La métaphysique du discernement. Pour parvenir à la réalisation de son sanctuaire intérieur, ce que nous avons baptisé la cathédrale de son âme, il nous revient de comprendre et maîtriser le fonctionnement de ces différents corps ci-dessus cités. Corps physique, astral et mental. Autrement dit, savoir se doter de 4 qualités requises pour préparer son entrée dans le chantier. Le discernement, l'absence de désir, la bonne conduite et l'amour. Voyons ce que nous propose à nouveau Krishnamurti par rapport à son contact avec le maître sur chacun de ses qualités, en commençant par le discernement. Il ne s'agit pas d'une opération de l'esprit par laquelle on distingue des objets de pensée, du genre le discernement des nuances comme étant une simple distinction, mais bien plus une capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. C'est ce qui fait dire souvent agir avec discernement ou avoir le bon sens dans son jugement. Mais du point de vue métaphysique, en règle générale, à ce mot, on va dans le sens de la distinction entre le réel et l'irréel. Il s'agit de voir la chose dans le sens de l'évolution, car le chantier dont il est question ici est la piste que l'homme doit emprunter pour son évolution, celle qui le conduit à la divinité. Étant donné que le discernement est la pièce maîtresse à cette évolution, il est donc bien plus encore qu'un simple aspect de bon sens. Le maître dit, cette qualité doit être pratiquée non seulement au début du sentier, mais à chaque pas, chaque jour jusqu'à la fin. Tu entres dans le sentier parce que tu as appris que dans le sentier seulement, on peut trouver ces choses qui sont dignes d'être obtenues. Les gens qui ne savent pas l'importance de cette qualité travaillent pour acquérir richesse et pouvoir, mais ignorent que ces choses ne durent tout au plus qu'une seule vie, et par cela même sont fictives. Il existe de plus grandes choses, des choses qui sont réelles et durables. Une fois que tu les as entrevues, tu ne désires plus rien. Tâche de voir ce qui vaut la peine d'être fait. Souviens-toi que tu ne dois pas juger une chose par sa grandeur. Une petite chose qui est directement utile au travail du maître a beaucoup plus de valeur qu'une grande chose que le monde appelle bonne. Tu dois distinguer non seulement l'utile de l'inutile, mais aussi ce qui est plus utile de ce qui l'est moins. Nourrir les pauvres est une tâche bonne, noble et utile. Mais nourrir les âmes est plus noble et plus utile que de nourrir leur corps.
N'importe quelle personne riche peut nourrir le corps. Seuls ceux qui savent peuvent nourrir l'âme. Si tu sais, il est de ton devoir d'aider les autres à acquérir la connaissance. Entre le bien et le mal, la métaphysique ou l'occultisme n'admet pas de compromis. Il faut à n'importe quel prix faire ce qui est bien. Tu ne dois pas faire ce qui est mal, quoi qu'en dise ou en pense l'ignorant. Étudie profondément les lois cachées de la nature. Quand tu les connaîtras, organise ta vie conformément à ces lois, faisant toujours usage de la raison et du bon sens. Tu dois discerner entre l'important et le futile. Ferme comme un roc là où le bien et le mal sont en jeu. Cède ton tour à d'autres lorsqu'il s'agit de choses sans importance, car tu dois toujours être gentil et bon, raisonnable et accommodant, laissant aux autres la même liberté que tu souhaites pour toi-même. Professeur Emmanuel Lipote, comment avoir le discernement? Le discernement, c'est quelque chose de complexe, c'est ce qu'on essaie de conseiller. J'ai toujours dit, surtout lorsqu'on parlait de la méditation, j'ai toujours évoqué le fait qu'il faut d'abord éviter de rester dans les cahiers de cours, soit de l'école, du système scolaire, universitaire et autres, soit les bases éducationnelles des parents, ou de l'environnement dans lequel on a évolué. Il faut toujours se poser des questions à chaque fois sur le pourquoi des choses. Le pourquoi des choses, c'est-à-dire, je fais ça pourquoi, je prends ça pourquoi, je mange ça pourquoi, je bois ça pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait le mal de l'Africain. L'Africain mange tout ce qui vient d'ailleurs. Il boit tout, il se soigne de tout ce qui vient d'ailleurs. Il a abandonné ses méthodes de soins. Parce que je suivais une radio de la place aujourd'hui, quelqu'un était en train de parler des maladies bucco-dentaires. Oui. Alors, il explique des choses qui sont à dormir debout. Hein? Pour juste dire que quand tu as des problèmes des dents, venez nous voir. Alors que les problèmes des dents, parfois, sont liés aux troubles fonctionnels. Et ces troubles fonctionnels touchent les organes. Et certains organes, lorsque la dent ne connaît pas les traumatismes, oui, c'est certains organes qui sont en train de signaler leur détérioration. Quand on soigne ces organes, les dents y afférents, y concernant, guérissent seuls. Donc, on n'a pas besoin de dentiste. Bon, alors, donc, tu vois, ces concepts qui sont déjà préétablis, qu'on nous rappelle tout le temps, qu'on nous ramène tout le temps dans les oreilles, dans les médias et tout. Bon, c'est comme une voie unique. Et surtout que c'est véritablement une voie unique, parce que nous sommes dans un monde où l'hégémonie occidentale est une voie unique. Ce que l'Amérique aime, l'Europe aime, voir faire ou faire faire, c'est ce qui est bon. Alors donc, quand tu ne fais pas comme ils font, toi-même, tu passes pour ridicule. Ou alors, tous ceux qui te voient te trouvent pour ridicule. Alors, mais quitte à ce que tu n'aies pas un développement spirituel, parce que c'est dans la souffrance qu'on a le droit de s'élever, qu'on obtient l'élévation de son âme. Et cette souffrance va dans tous les sens. Souffrance physique, souffrance spirituelle, souffrance famine et tout. Même la mort. Parfois, il faut accepter mourir. Que de vivre de manière... Parce qu'il y a des gens, les gens qui disent qu'il vaut mieux un poltron vivant qu'un héros mort. Mais non, il vaut mieux un héros mort pour que le monde change que des poltrons, le monde entier. Et vivre dans des misères au profit d'une minorité de gens qui vivaient bien. D'accord. Alors, donc parfois, il faut chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc le discernement est totalement complexe. Parce que là, ce que beaucoup de gens pensent que c'est bien, ça peut être que c'est ce qui n'est pas bien. Voilà. Oui, mais dans ce cas, comment être sûr
Est-ce que c'est même possible d'être sûr que bon, voilà, la décision que je suis en train de prendre est la bonne? Il faut écouter son cœur et l'écouter vraiment. Il faut éviter d'écouter son cerveau. Parce que son cerveau, c'est le monde extérieur. D'accord. Ton cœur, c'est le monde intérieur. Dans ton cœur, les messages coulent, les messages te parlent. Et tu peux être guidé grâce à ton cœur. Oui. Dans ton cerveau, aucun message ne coule. C'est de la copie-collée, c'est des choses préétablies, c'est les choses qu'on te miroite, c'est une certaine vie qui se passe, hein, c'est un certain système qui est adobé, et c'est tout cela que le cerveau voit. Le cerveau ne ressent rien, parce que le cerveau n'a pas les mécanismes du ressentir hein, émotionnel. Donc, à partir de là, il faut faire attention, parce que même sur le plan médical, lorsque tu as peur, tu l'as sur la base de ta tête. Sinon, tu ne peux pas avoir peur de mourir d'une maladie, courir derrière les médicaments. Non. Tu restes figé sur le fait que ce qui m'arrive, sans doute je dois être fautif. Il faut que je trouve la solution par moi-même. Tu vas trouver la solution. Même si ce n'est pas par toi-même, le cœur va te guider sur ce qu'il faut faire, qui il faut aller voir, sans que tu ne sois en train de courir à gauche, à droite, parce que la souffrance est arrivée. Voilà. D'accord. On va proposer à nos téléspectateurs la réflexion et on vous revient juste après pour la suite de l'émission. Propriété des grands fonds d'investissement dont on parle beaucoup en ce moment, qui placent à leur tête des managers, qui pourraient aussi bien être dans une banque ou une industrie métallurgique, et qui sont là pour rapporter de l'argent à leurs actionnaires. Dès lors, et c'est tout le problème, ils mènent une politique de court terme. C'est l'année prochaine qu'il faut avoir 15 ou 20% de bénéfices. Et puis l'année d'après. C'est pas dans 10 ans ou dans 12 ans. Dès lors, ils ne prennent pas de risques et il n'y a plus de recherche sérieuse de médicaments. Tout est centré sur les médicaments pour les gens riches des pays riches, et en particulier par les gens de plus de 50 ans. Les maladies chroniques les intéressent de ces gens riches, pour les maladies aiguës. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'antibiotiques. Ça n'intéresse pas de vendre un médicament pour qu'un malade s'en serve pendant 8 jours. C'est des queues de cerises. Par contre, lui donner un médicament qu'il va prendre tous les jours, toute l'année, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, les médicaments qu'on appelle aujourd'hui préventifs, ça consiste à quoi? Ça consiste à traiter des millions, des centaines de millions de gens de plus de 50 ans pour des maladies qu'ils n'auront pas. Chaque malade ressent le besoin d'être pris en charge, de recevoir un médicament, et puis 2 c'est mieux que 1, et 3 probablement mieux que 2, etc. Et en France, où les médicaments sont non pas gratuits mais largement remboursés, ça atteint une proportion telle que le Français consomme 2 fois plus de pilules et de comprimés que n'importe quel citoyen d'un autre pays. C'est quand même assez fascinant. Et dans certains domaines, les antidépresseurs, pour ne pas les citer, c'est 6 fois plus, par exemple, que l'allemand. Or, le Français n'a pas de raison majeure d'être 6 fois plus déprimé que les Allemands, etc. Il y a donc une habitude qui s'est prise, qui tient à la demande des malades, mais il y a aussi les médecins qui sont coupables. Parce que prendre en charge un malade, c'est l'écouter, c'est parler avec lui, c'est le comprendre, c'est connaître sa famille, son environnement, ses problèmes, c'est établir une vraie relation, je ne vais pas dire forcément amicale, mais en tout cas une relation assez intime. Hein. Et ça demande du temps. Et le médecin, à 21 € la consultation, bon, c'est infiniment moins que le plombier, hein, et ben, au bout d'un quart d'heure, il veut terminer la consultation, et même au bout de 10 minutes s'il peut. Et il propose une ordonnance. Et ça marche à tous les coups. On prend le stylo, la feuille de papier, on commence à rédiger l'ordonnance. La consultation est terminée, le malade repart avec ses 5, 6 ou 7 tablettes différentes, et tout le monde est content. Bon, il y a véritablement quelque chose qui ne fonctionne plus, et où les malades, ou ceux qui croient l'être, ce qui fait beaucoup plus, les médecins, l'État, et finalement l'industrie, devrait tirer la leçon de cette situation. On a besoin d'industrie. Elle est une industrie essentielle.
mais qu'elle fasse ce qu'elle sait et doit faire. Ce qu'elle sait faire, c'est fabriquer des médicaments. Elle le fait de façon magnifique. Par contre, choisir les marchés, choisir les molécules, elle n'est absolument pas intellectuellement et techniquement en état de le faire. Ça fait 10 ans qu'on a commencé à trépigner parmi les milieux médicaux devant ces maladies qui n'existent pas. Aujourd'hui, il y en a une liste impressionnante, qui vont depuis les troubles de l'érection chez l'homme, les petites douleurs dans la période des règles chez la femme. Alors ça a pris des noms pompeux, c'est le syndrome dysphorique menstruel, ou bien, bon, quand on a un peu mal au ventre à certains moments, bon, c'est le côlon qui s'irrite contre les aliments qu'on lui fait avaler. Bon, il n'y a rien de plus banal, ça existe depuis que l'homme est sur Terre, mais maintenant ça s'appelle syndrome colique fonctionnel. Ah, alors, il y a 30 ans, vous étiez hypertendu quand vous aviez plus de 17, puis quand vous aviez plus de 16, puis 15, puis 13. Et aujourd'hui, même 12,5, alors on n'ose pas quand même l'appeler hypertension artérielle, parce que c'est vraiment le chiffre normal. Eh bien, on appelle ça le syndrome de pré-hypertension. C'était la première étape. Bon, le diabète, c'était pareil. C'était diabète au-dessus d'un gramme 20, maintenant c'est au-dessus d'un gramme 10, etc. Enfin, alors, à chaque fois, ça a l'air de rien, on passe d'un gramme 20 à un gramme 10, ça multiplie par 2 le nombre des malades traités dans le monde entier. Récemment, on a vu, et Marcia Angel le raconte, émerger le syndrome des troubles obsessionnels compulsifs, qui était reconnu chez l'adulte depuis longtemps, je n'entre pas dans le détail, mais ou très peu chez l'enfant. Et aujourd'hui, vous avez la stupéfaction de voir qu'un quart des enfants seraient atteints de syndrome TOC, comme on dit, trouble obsessionnel compulsif, et dès lors, il faut les traiter. Et bien justement, l'industrie pharmaceutique a des molécules pour ça, elle vous les propose. Et puis après, vous découvrez que l'homme, le professeur Nemirov aux États-Unis, qui a fait ajouter aux maladies de l'enfant le trouble obsessionnel compulsif, avait reçu 500 000 $ de consultance de la société Glaxo qui met sur le marché les médicaments pour ce trouble obsessionnel. Alors, quand on raconte l'histoire, on dit oh, c'est un cas extrême. C'est pas du tout un cas extrême, ça se passe comme ça, tous les jours, tous les ans, pour tous les médicaments et toutes les maladies. Professeur Emmanuel Lipote, quel est votre commentaire par rapport à cet élément? Alors, disons, Philippe Even, c'est lui qui se bat pour qu'on n'intoxique pas les gens avec les médicaments. C'est son couloir. On ne l'a pas entendu cette fois-ci parler des virus comme les autres gens, parce que lui il ne s'occupe pas de l'infectiologie. Mais il s'occupe quand même, du moins il s'est beaucoup occupé de la toxicité des médicaments. Donc, ils pensent que les industriels se font de l'argent au dos des gens, prétextant que les maladies sont ci et ça, et qu'à partir de là, il faut leur donner des médicaments, et des fois même donner des médicaments sur des maladies inventées de toutes pièces, et des fois utiliser les mêmes molécules pour supposer créer des nouveaux médicaments, alors que c'est les mêmes molécules qu'on a habillées avec les nouveaux excipients. Moi, j'ai eu à le vérifier personnellement, en ce sens que les excipients, c'est-à-dire les composants des ferragants, ne sont pas les mêmes de Doliprane. Mais pourtant, le principe actif, c'est toujours paracétamol. Donc on peut dire que derrière paracétamol, on a obtenu plus de 100 boîtes. Alors, on peut bluffer le malade en lui faisant croire que, comme Doliprane n'a pas marché, commence à prendre paracétamol même. Parce qu'il y a les boîtes de paracétamol, il y a Teva, où tu vas prendre Teva, où tu vas prendre Doliprane, où tu vas prendre, en fait, une des boîtes, mais pourtant, c'est la même molécule. Alors, donc, l'association des composants à l'élément, au principe actif, fait en sorte que, selon les composants, on peut donner un autre nom sur la boîte de paracétamol. Voilà. Donc, on dit ne bois plus tel médicament, bois tel autre. Bon, pourtant, tu bois le même principe actif. Bon, alors tout cela, ça fait
inonder le nom de médicaments pour le même principe actif. Donc je crois il a toujours essayé de rappeler à l'autre sur ces choses, pas rappeler, mais disons, s'indigner. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il peut rappeler à l'autre, étant donné que les États sont complices aux industries pharmaceutiques. Donc on ne rappelle pas à l'autre. Et puis l'industrie pharmaceutique est une grande richesse pour l'État parce que, compte tenu des impôts, les impôts d'abord sur le produit à vendre, les impôts des maladies secondaires, des nouvelles pathologies créées par les maladies, les impôts sur des cliniques, les impôts sur les pharmacies, beaucoup d'impôts. Beaucoup d'impôts. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est votre moment, c'est le SOS téléspectateur. Professeur Emmanuel Lipote, est-ce que la dot est une garantie pour le succès d'un mariage à long terme? Si oui, l'amour a donc un prix évalué en argent? Gallus depuis Yaoundé. Bon, alors, si Gallus pose cette question, c'est que lui n'aimerait pas doter. Pourquoi? Ben oui, parce qu'il y a d'autres gens, vraiment, l'histoire de la dot, là, ça les embête. Hein? Et c'est même ça qui fait qu'ils n'arrivent pas à se marier. Bon, pourtant, la dot n'a pas un problème en tant que tel. Même dans les régions où les gens sont gourmands et sont même exacerbants, avec des prix énormes, parce qu'il y en a qui demandent même de nos jours les 10 millions. Ça avait commencé avec 1,5 million, hein, argent liquide. Et puis maintenant, les bêtes, hein, les tissus pains, les savons, les ci, les ça, on dirait que c'est une boutique qu'on veut ouvrir, comment on peut dire ça, un magasin, où les gens vont finalement mettre ces choses sur le marché et puis trouver des bénéfices ou quoi. On ne comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Bon, mais le côté symbolique de la dot reste nécessaire. Ça n'a rien à voir qu'on vend ou on ne vend pas. Et en plus, l'amour dont il parle là, où est même l'amour? L'amour, c'est lorsque les parents sont contents que leur fille est allée en mariage chez l'homme qu'on voulait, ou qu'on estime qu'il a doté comme il fallait. L'amour commence. Parce que toi-même, la fille, quand tu es dans ces mariages, tu vois comment ta mère est contente, ton père, les oncles et tout le monde, tu es aussi contente. Bon. Mais si tu as ton amour à toi seul, sans mettre les gens en joie, ça va donner quoi? Moi, je dis souvent aux gens que quand je suis à cette émission, je ne parle pas de moi. Moi, la dot, je m'en fous. Ma fille ne doit pas aller chez un homme parce qu'on m'a donné quelque chose. Mais je suis dans un environnement où tu veux, moi je ne bois pas, je ne fume pas, je ne mange pas n'importe quoi. Je ne sais pas ce que le beau-fils va venir avec pour me faire accepter à ce qu'il aille avec ma fille, sauf l'amour. Bon, pour répondre à ça. Mais sauf que je n'ai pas à dire ce que moi j'aime. Nous sommes dans une situation très délicate de constater que les gens n'arrivent pas à tomber d'accord avec les belles familles à cause de la dot, par exemple. Bon, je ne peux donc pas traiter ce sujet comme moi je pense. Oui. Bon, donc je dis, la dot, elle est symbolique. Et elle va rester symbolique malgré le prix. Et ce n'est pas la dot qui fait faire croire qu'on aime. Oui. Non. Que vous aimez votre femme ou pas, vous devez doter. Vous avez dit que vous voulez prendre une fille pour épouse dans une famille, donc acceptez les conditions de cette famille. Voilà. Ne fuguez pas avec la fille d'autrui. Ne fuguez pas avec la fille d'autrui, non. D'accord. Que vous dites que, bon, écoute, vous,
moi je m'en fous. Si tu ne veux pas venir en mariage avec moi, tu me laisses cette histoire-là que je dois aller voir ta famille, simplement parce que, non, que tu aies été d'accord avec ta femme désormais, quoi, à vivre ensemble, comme on dit, aide-moi à vivre. Oui. Mais que tu reconnaisses que c'est l'enfant de quelqu'un ou bien l'enfant des gens, voilà. Mais des fois, il y en a qui s'en foutent vraiment. Non, Ils vont non, vous dire, quel que soit le nombre de temps que vous j'ai ma mettez, femme, j'ai mes enfants, alors vraiment, quel que soit le nombre de temps que vous mettez ensemble, pensez à la famille. D'accord. Ah oui, parce que c'est une dette. Voilà, Ok, il faut négocier. tout à fait. D'accord. Nous avons ce message de Kamara Oumar depuis Guinée-Conakry. Y a-t-il une relation entre l'inspiration spontanée et la méditation, professeur? Alors, l'inspiration spontanée et la méditation, moi je ne sais pas quel est le rapport. L'inspiration spontanée, c'est ce que ont les musiciens. Parce que il y a une musicienne qui racontait son histoire de studio, qu'elle était entrée une fois en studio. Au cours du travail qu'on faisait pour son album, il manquait une chanson. On avait décidé qu'il fallait faire 6 chansons. Elle avait préparé 5 chansons. Mais c'est la 6e chanson qui a fait finalement vendre l'album. Bon, je crois que la chanson c'est Avec toi, je ne sais pas, comment on l'appelle encore, Marc Zambo. Marthe Zambo. Voilà. C'est ça, c'est la chanson qui a été improvisée, qui a vendu l'album. Ce n'est pas les autres chansons qu'on a travaillé sur ça, travaillé. Bon, alors donc, l'inspiration n'est pas la méditation. L'inspiration, c'est quelque chose qui vient du subconscient, ou même du supraconscient. C'est-à-dire, il peut vous arriver à avoir de l'inspiration lorsque vous tenez un discours, à ne pas lire et à dire tout ce qui vous vient dans votre cœur. Parce que l'inspiration, c'est l'esprit qui est de connivence avec le cœur. D'accord. Voilà. Celui qui épouse une femme qui n'a pas doté n'aura jamais le pouvoir sur elle, si ce n'est le pouvoir de la force physique. Cuchet, c'est une contribution. Bon, je ne sais pas, tu peux épouser une femme que tu n'as pas dotée, mais elle te veut, tu as le pouvoir. Parce que quand une femme veut l'homme, elle ne se comporte pas comme une personne qu'on a dotée ou qu'on n'a pas dotée. Elle se comporte comme une personne qui fait corps avec l'homme là. Donc ce n'est pas la dot alors qui fait faire un bon mariage. Au contraire. Bon, soit l'homme va dire que bon, mais j'ai doté. Tu me racontes quoi? Je vais aller dans ta famille, tu me rembourses. On me rembourse. Bon, tout ça, donc quand ça campe, on commence à parler n'importe quoi. J'étais quand même doté. Alors, donc moi je ne pense pas que de ce point de vue-là, la dot a un sens. Les anciens vous donnent leur bénédiction, professeur. Non, le pouvoir, on l'a dit tout à l'heure, que tout le monde doit être content, c'est ça la bénédiction. Oui. Et on a dit que dans la bénédiction, il y a aussi des gens qui sont là pour gâter. Oui. Tu peux ne pas être doté, être heureuse dans ton mariage parce que ton père et ta mère ont su négocier. À ne pas attirer foule là où tu es jusqu'à on voit les chez toi. Oui. À s'arranger. Par exemple, si tu es en France, on ne voyage pas avec tous les Camerounais de quel coin pour aller en France parce qu'il y a d'autres. Non. On peut prendre 1 ou 2 personnes ou alors on peut aller et venir avec des biens et distribuer. Les gens mangent. On fait les photos de la célébration du mariage à la mairie.
les gens visionnent. Bon, ce n'est pas la même chose qu'on vient, deux fois on balaye le sable de la salle où on était, pour aller quelque part dire que bon, comme ça, ce mariage au bout de quelques semaines, ou de quelques mois, ou de quelques années, que ça soit comme s'il y avait eu un coup de foudre, tout simplement. Bon, donc il n'y a pas toujours le côté positif, hein, de la rencontre avec la belle famille ou avec les belles familles. D'accord. Voilà. Est-ce que ça existe, ce que vous venez de dire, professeur? Ramasser du sable de la cérémonie et Mais faire il des existe pratiques? plusieurs méthodes. Il y a des poudres, des plantes que nous autres nous connaissons, que même séance tenante, les gens peuvent se mettre à se bagarrer. Ça se passe dans les deuils, tu entends que le deuil s'est mal terminé, les gens se sont donné des coups de poing. Est-ce que là-bas c'est la fête? À quelle forte raison, dans les histoires de la fête, on peut gâter une fête? Bon, donc ça existe. Mais dans ce cas, professeur, imaginez quelqu'un qui organise un grand mariage et qu'à côté, on ait des oncles jaloux qui fassent ce genre de pratique. Dans ce cas, comment contrecarrer cela? Non, lorsque tu invites les gens chez toi, il faut toujours se dire que, ou même l'encens, il faut allumer quand même dans un coin de la chambre. D'accord. Comme pour dire que, bon, certaines personnes qui n'aiment pas l'odeur de l'encens vont commencer à dire que on n'est pas dans un bon endroit. Hein. Et ceux qui étaient distraits, mais qui voulaient faire quelque chose, vont dire que mais le type, s'il allume l'encens, pourquoi? Peut-être il a vu il nous a vu venir. C'est ça. Il faut des méthodes de dissuasion pour dissuader les mal intentionnés. Voilà. Ou alors peut-être après leur départ fumigué. Bon, après leur départ, il faut aussi travailler la maison, parce que tu ne sais pas ce qu'on a laissé là. Et, en fait, il ne faut pas soupçonner les gens. D'accord? Mais quand on n'a pas atteint un degré de spiritualité, ou bien qu'on n'a pas élevé son degré de protection nécessaire, il faut se prémunir. Bien sûr. C'est comme une personne qui peut marcher nue, on ne la voit pas nue. Bon, elle ne va pas acheter des habits. Parce que elle a développé une robe sur son aura, au-delà de l'aura, qui fait en sorte qu'on pense qu'il est habillé alors qu'il marche nu. Bon, ce genre de personnes peut-être n'existe pas, ou ce genre de personnes existent, mais on ne sait pas qu'elles sont nues. Voilà. Donc c'est la même chose que quelqu'un entre chez toi, toi tu as une protection, et il ramasse sa part. En rentrant, il rentre complètement touché. C'est là où tu vois certaines personnes qui, parfois, quand on se sépare, ni au revoir, ni je suis arrivé. Parce que les intentions n'étaient pas bonnes. Bon, donc, peut-être des contre-coups se sont passés et ça fait complètement oublier que, bon, ben, faut au moins dire que je suis arrivé. J'ai bien voyagé. Voilà. Ok, Patriarche, merci beaucoup pour ces enseignements. Patriarche, j'ai remarqué qu'à chaque fois que ma tante arrive chez moi, j'ai des problèmes avec mon mari. Qu'est-ce que je peux faire, Linda? Linda, il faut que tu nous contactes hors antenne. On étudie ton problème. Parce que ça peut aussi être une coïncidence malheureuse, comme ça peut ne pas l'être. Il faut donc étudier le problème. Mais professeur, imaginons, hein, professeur, que ce soit que cette tante vraiment ne l'aime pas du tout et que ce rapprochement voilà, soit vraiment réel. Dans ce cas, est-ce qu'elle devrait demander à interdire les visites de sa tante chez elle? Je sais que vous avez demandé qu'elle appelle hors antenne, mais bon, alors on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Si quelqu'un, cette année, il arrive chez toi et trouve que tu as une voiture, l'année prochaine, trouve que tu as une autre voiture, tu as changé de voiture, et trouve que peut-être chez toi, tu as essayé d'épeindre la maison un peu. Bon, et que c'est dans une famille où on ne croyait pas qu'un homme comme toi peut se démarquer. Oui. Bon, la jalousie naît, ce qui est normal, c'est humain. D'accord. Bon, il ne faut pas trouver en ça un malheur pour toi, non. Il faut trouver en ça un élément
de preuves D'accord. pour pouvoir évoluer. Parce qu'une famille qui n'a pas de sorciers, les gens n'évoluent pas dedans. Ils ont une évolution matérielle, mais non pas une évolution. Oui. L'évolution matérielle n'a rien à voir avec l'âme. L'évolution matérielle n'a rien à voir avec le paradis ou l'enfer, pour ceux qui sont même chrétiens ou musulmans. Si tu évolues matériellement, ne dis pas que je vais aller au paradis. Peut-être que tu peux même aller finalement en enfer, parce que quand on est matériellement évolué, on devient arrogant. Et on ne peut pas avoir des richesses sur cette terre si on n'est pas chiche. Bon, parce que une aiguille, même rouillée, plus une autre aiguille, ça fait un lot d'aiguilles. C'est par là que commence la richesse. Donc les gens qui sont riches souvent sont les gens qui font tout pour qu'on accumule les biens. Hein. Les pays riches appauvrissent les pays, les autres pays qui jugent des pays pauvres, hein, prennent les richesses et prétendent être des pourvoyeurs d'aide. D'accord. Bon, alors, donc c'est comme ça, valable même dans la famille, c'est-à-dire il y a des gens qui exploitent les autres, et c'est comme ça dans la société. Vous avez, par exemple, j'ai une petite entreprise, je ne paye pas les gens, mais moi j'achète des voitures. Moi je vis bien, moi je mange bien, hein, avec ma famille, moi j'envoie mes enfants en Europe. Bon, mais ce que j'ai promis de les donner, je ne les donne pas. Bon, et même quand mes activités commencent à produire, je ne les récompense pas. C'est-à-dire, je ne dis pas, bon, ok, voilà, c'est 10 000 que je vous ai prévu. Bon, comme on ne sait jamais, peut-être aujourd'hui je vais gagner plus, demain je ne vais pas gagner, mais de temps en temps, je vais vous donner 2 000 en plus. Bon, ça veut dire que quand je gagne plus, j'ajoute 2 000 à chacun de vous. Bon, mais ça ne se passe pas comme ça. Tu gagnes plus, ça reste quelque chose qui te regarde parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce que tu gagnes. Bon, mais on voit seulement comment la situation chez toi a changé. D'accord. Bon, donc, ces choses, c'est compliqué à vouloir les faire comprendre aux gens ou bien à vouloir les comprendre soi-même. D'accord. Hors antenne. Voilà. Hors antenne. D'accord. On a compris qu'il faut appeler hors antenne. Professeur, j'ai appris que ma femme devait sacrifier soit son mari, moi, soit son premier enfant. Heureusement, on a trouvé une guérisseuse pour soigner ma femme. Maintenant, je sais que si... Je ne sais pas si ma vie a été touchée mystiquement. Voilà. Ouais. Il y a... On a dit... Parce que le thème qu'on a aujourd'hui, hein, la mystique du mariage. Oui. Bon, peut-être que les gens... Je remercie des questions qui sont posées dans ce sens, permettent à ce qu'on aille de fond en comble. Il y a dans les sociétés que les premiers-nés d'une femme doivent mourir dans la sorcellerie, doivent mourir dans la sorcellerie, dans certaines sociétés. Et deux fois, dans certaines sociétés, il n'y a que le premier mari. C'est-à-dire que dès qu'il est établi que quelqu'un est venu demander la main, la personne est frappée d'un accident. Donc, elle est bouffée dans la sorcellerie. Bon, c'est des choses qui sont véritablement vérifiables. Alors, c'est pourquoi la mystique du mariage, en fait, notre chronique n'est pas allée plus loin, parce qu'on ne peut pas faire une chronique quand même d'1 heure, puisqu'on va débattre. Ouais. Bon, quand la chronique est trop longue, on ne la suit plus. D'accord. Bon. Pour revenir. Bon. D'accord. Alors, donc, on ne va plus revenir sur ce sujet, je crois bien, la mystique du mariage, mais on doit, pour bien faire comprendre les choses aux gens, les dire ceci. Il y a des femmes, quand elles accouchent, son enfant meurt, parce qu'on l'a mangé à la sorcellerie. Comme ça, un enfant meurt, là maintenant, elle peut commencer à accoucher. Si, par mégarde, on bloque que l'enfant là ne meurt pas, elle n'accouche plus. Professeur. On bouffe maintenant son ventre, comme on dit dans nos langues, dans nos jargons traditionnels. C'est-à-dire, on boit, nous on bloque tous ces bébés. Ça veut dire qu'elle peut concevoir, ça sort, elle conçoit, ça sort, elle conçoit, ça sort, jusqu'à elle ne conçoit plus. Voilà. Mais dans ce cas, est-ce que
Qu'est-ce qu'on peut faire, professeur, pour arrêter cette malédiction? Là, il faut seulement qu'on se rende compte, parce que souvent, certaines situations sont qu'on court voir un médecin. Et le médecin, lui, ne comprend rien dans ça. C'est pas son registre. Déjà, ce qui est de son registre, c'est de prescrire les médicaments. Il en prescrit d'autres qui foutent le foie des gens en chaos, comme le paracétamol. Les examens et tout. Bon, et puis ça ne donne rien. Les examens, parfois, on ne voit rien, mais on prescrit quand même quelque chose. Donc, c'est pas la personne indiquée là-bas. D'accord. J'ai toujours les petits problèmes avec ma femme. Je ne sais pas le pourquoi. Ulrich. Ah, les petits problèmes, ça ne manque pas. Moi-même, j'en ai les petits problèmes avec la mienne. Hein? Donc, on ne peut pas vivre sans petits problèmes. Hein? Dès que tu vis avec une femme, mariée à l'état civil ou pas, ayant vu ses parents ou pas, tu auras toujours des petits problèmes. Si ce n'est que des petits problèmes, il faut gérer, mon fils. Mais si tu as des graves problèmes, c'est des problèmes où la femme veut te bondir, elle veut partir. Ou elle a fugué, elle est avec quelqu'un d'autre, tout là, c'est des graves problèmes. Mais si c'est les chamailles, il faut chamailler, et puis après, tu n'es plus sur ça. C'est-à-dire qu'elle t'insulte, bon, tu lui dis une chose qui l'énerve aussi, elle s'enflamme, s'enflamme, la fumée commence à sortir, et puis toi, tu restes tranquille. Bon, au bout d'un moment, elle se calme, et puis vous continuez, la vie continue. Hein? On ne va pas déboulonner le ciel et faire tomber ça sur les gens parce que quelqu'un s'est fâché ou quelqu'un s'est fâché. Voilà, c'est ça la vie du couple. Voilà. Patriarche, s'il vous plaît, une astuce pour nettoyer ma maison lorsque j'ai les étrangers. Ah, non, c'est pas comme ça. C'est comment? C'est hors antenne? Non, c'est Mais pas que c'est hors vraiment, antenne. vraiment, Non, c'est que, regarde, il faut d'abord savoir s'il y a eu quelque chose à nettoyer ou pas. Bon, parce que il ne faut pas toujours soupçonner les gens. Non, Mais on n'est pas. on est en Afrique, vraiment. L'émission n'est pas là pour créer la On est en haine. Afrique. Tout à l'heure, vous avez dit la jalousie, ça existe. On est en Afrique, professeur. Ok, Bon. disons que juste pour prévoir. Non, disons qu'on n'est pas ici pour dire des choses aux gens pour leur faire peur. C'est qu'on va ressembler aux médecins, parce que les virus sont partout. Bon, ça c'est partout, c'est en l'air, c'est tout, on ne se salue plus maintenant. Allez. Bon, lavez les mains, faites ceci, tout ça, on a peur. C'est la panique générale. Alors, mais il ne faut pas toujours voir le diable dans ses frères, ses cousins, ses oncles, ses tantes et tout le temps. Non. Il faut ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis susciter une recherche qui confirme que cette chose ne va pas dans tel sens ou dans tel autre sens. À partir de là, on peut décider sur la chose à faire. Ou sinon alors, tu prends le sel, tu bénis l'eau, tu bénis le sel, tu mélanges le tout, tu laves la maison, c'est tout. Hein? Tu laves la maison à grande eau et puis tu fais verser l'eau là, dehors. Avant l'arrivée ou après? Après. Après l'arrivée? Mais oui. D'accord. Ça au moins, tu fais un jeu séparé, ça peut aider si c'est juste pour de faire les mauvaises vibrations qui se seraient restées du fait même de l'alcoolisme des uns et des autres, au-delà des vibrations qui partent des pensées négatives, parce qu'il y a des vibrations qui partent des mauvaises pensées, des vibrations qui partent des mauvaises paroles, et des vibrations qui partent des actes posés négativement. Il y a 3 types de vibrations lorsqu'on est dans une assemblée. Pas seulement de famille, même à l'église. Même à l'église. Parce que quand on dit ces choses, partout les gens se rencontrent, il y a ces 3 types de vibrations. Voilà. Donc c'est pourquoi il faut aller vers les gens. D'accord. Mais comment? J'ai dit chaque chose qu'on fait, on doit toujours se poser la question, je fais ça pourquoi? Hein? Je bois pourquoi? Je vais à l'église pourquoi? J'écoute l'émission. Hein? Et le monde inconnu pourquoi? C'est-à-dire, il faut toujours poser cette question. Je ne dis pas que ce que moi je fais, il ne faut pas poser des questions. Il faut seulement poser des questions sur les choses des autres. Non, il faut toujours poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui se passe comme ça ou comme ceci?
ou qu'est-ce que ça veut dire ceci ou cela. D'accord. Voilà. Patriarche, le fait de promettre le mariage à une tierce et ne pas le réaliser peut avoir l'impact négatif dans le futur d'un homme. Comment comprendre la difficulté d'une femme à tomber enceinte? Bon, on va commencer par la première question. Alors, la première question, c'est que ne fais pas de promesses que tu ne vas pas tenir. C'est déjà ça, parce qu'on dit la promesse est une dette. Bon, mais peut-être que les gens peuvent croire que c'est seulement une dette quand c'est de l'argent. Mais il y a aussi des dettes du point de vue psychologique, du point de vue moral, de tout point de vue. Il y a des dettes. Ne dis pas à quelqu'un, je vais te donner quelque chose. Hein, tu ne lui donnes pas. Je vais réaliser pour toi telle chose, tu ne le fais pas. Hein, ne fais pas des promesses aux gens. Quand tu promets, il faut tenir parole. D'accord. Alors, pire alors sur ce qui est de la vie en commun. Parce que la vie commune peut entraîner la mort de quelqu'un. Ça sera un crime parfait pour la personne qui a fait la promesse, mais qui n'a pas tenu la promesse, mais pourtant le sang a coulé à cause de cette personne. Et cette personne va dire, elle va se laver les mains en disant, je n'ai jamais versé le sang. Alors qu'elle ne sait pas combien de gens ces promesses ont déjà tué. Hein? Si quelqu'un meurt à cause de ta promesse, ne dis pas je m'en fous. Hein? Il est mort, il est mort. Moi, je ne lui avais pas dit que, comme j'ai promis, il faut absolument que je tienne promesse. Non. Parce que le côté sentimental de la vie a d'autres types de vibrations et qui vont dans d'autres genres de connotations, hein, avec l'astral. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas l'amusement. On ne dit pas à une femme, je vais te marier, et tu ne la maries pas. Bon, si c'est que tu as promis le mariage à plusieurs femmes, alors là, ça devient dangereux. C'est ce que nous disons souvent, que tu ne peux pas te dédouaner. Hein? Oui. Tu les maries, c'est tout. Mais si tu cherches à te dédouaner, la seule chose qui peut te sauver, s'il y a désistement. Oui, parce qu'il y a les filles, dès que tu dis que, bon, écoute, moi, je veux la polygamie, elle dit, elle n'est plus là. Donc, en fait, elle n'était pas avec toi. Bon, donc là, il y a désistement. Quand il y a désistement, ça veut dire que tu n'es pas redevable à la personne par rapport à la promesse. C'est elle qui désiste. Et cette personne qui désiste, qui t'a donné l'espoir aussi, ne peut pas dire que son désistement, c'est quelque chose, on s'en fout. Non. Parce qu'elle aussi, c'est pas parce qu'on ne veut pas la polygamie qu'on n'a pas promis aussi. On a aussi promis. Voilà. Ok, comment comprendre la difficulté d'une femme à tomber enceinte? Alors, la difficulté d'une femme à tomber enceinte sont multiples. Il y a les difficultés émotionnelles. Oui. Ça, peut-être qu'au cours d'une série d'émissions qu'on est en train de préparer là, par rapport à l'état d'esprit que quelqu'un peut avoir et la méditation, la solution à nos problèmes, on va essayer de voir encore un certain nombre d'éléments parce qu'on disait qu'on allait clôturer le thème central, mais je trouve qu'il faut tout élaguer. Alors, il y a des maladies que quelqu'un, par manque d'argent, peut développer une maladie, une infection urinaire. C'est bête à entendre dire cela. Oui. Bon, il peut développer une maladie du tube digestif, par exemple, les ulcères d'estomac et tout. Hein, un dysfonctionnement de son tube digestif peut entraîner à ce qu'il y ait des gastrites à cause d'une situation psychologique. Alors, le stress et tout, on va essayer de développer ça de manière à mieux expliquer ça. Bon, parce que je n'aime pas parler d'une chose que je n'ai pas longuement étudiée. D'accord. Voilà. Professeur, comment annuler un blocage de mariée dû à la sorcellerie? Un blocage? Comment annuler un blocage de mariée dû à la sorcellerie? Non, là, je ne comprends pas la question. C'est-à-dire, un marié
bloqué ou bien le mariage bloqué. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Comment annuler un mariage, un blocage de mari dû à la sorcellerie? Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Bon. Bon, là, Comment c'est compliqué la question. Je crois que la personne Monsieur va Bahia, Emmanuel, il va appeler en oui, ou bien elle va rebondir, il va reformuler sa question parce que moi, je n'arrive pas, comme j'ai fait la cile là. Bon. Bonsoir, professeur. Comment soigner l'hémorroïde? Non, je crois que les hémorroïdes, ce n'est pas le sujet. La personne va appeler à antenne, ce n'est pas le sujet. Patriarche, c'est Albert depuis Douala. S'il vous plaît, patriarche, qu'est-ce qui fait que un homme marié se masturbe dans la nuit chaque jour pendant que sa femme dort? Pourtant, il est satisfait par sa femme. Alors, ça veut dire qu'il n'est pas satisfait. Il dit qu'il est satisfait par sa femme. Oui, oui, bon, c'est lui qui dit ça, mais pourquoi il se masturbe alors? Donc, il n'est pas satisfait. Le problème, c'est que l'habitude de faire la masturbation dès le bas âge, parce que certaines personnes découvrent les spermatozoïdes au cours de la masturbation. La masturbation commence. Et cette personne peut te décrire ou peut te dire à quel moment elle a éjaculé pour la première fois. Pourquoi? Parce que se masturbant avant a pu se masturber un certain jour comme ça et une éjaculation s'est produite. Alors donc, ce genre de situation peut faire en sorte que même marié, on se masturbe. Parce que par exemple, si tu finis avec ton épouse et qu'elle dort, et les libidos étant toujours là, parce que ton genre de libido est trop élevé, alors l'envie de reprendre l'arté n'intéresse pas peut-être votre épouse. Vous partez dans les toilettes pour vous masturber. Et ça devient comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? C'est-à-dire chaque fois que ça vous reprend dans la nuit, peut-être que vous avez tenté une ou deux fois à reprendre avec votre épouse, elle n'a pas accepté. Alors finalement, vous vous retrouvez dans les toilettes. Bon, chaque fois. Et ça devient une habitude. Et là, maintenant, poser la question comment finir avec cette habitude, c'est s'en prendre à soi. Hein? C'est-à-dire, essayez de voir maintenant comment parler à votre épouse en lui disant, peut-être pas révéler son jardin secret, que je me masturbe comme tu me vois là à chaque fois que tu dors. Mais pourquoi ne pas lui dire ça? Hein? Pour qu'elle t'épargne le fait de ne pas se masturber. Parce que pourquoi alors se marier si on ne peut pas échanger jusqu'à se dire tout? Mais pourquoi? Voilà. Il y a des choses qui ne rentrent pas dans l'intimité du genre secret personnel. Ok. D'accord. Comment écouter son cœur, professeur Emmanuel Lipote? Alors, c'est compliqué parce qu'il y a toujours une bataille entre ce que tu penses et de ce que tu ressens. Ce qu'on ressent est au niveau du cœur. Mais il faut ressentir ça jusqu'à ça monte au niveau de la tête. Tout comme quand il y a une manifestation malheureuse dans le corps, le cerveau te rappelle à l'autre. C'est la même chose que tu dois ressentir quelque chose pour que le cerveau s'imprègne de l'information qu'il vient de recevoir de ce que tu ressens, afin de t'aider, parce que le cerveau doit toujours être là en définitive. Voilà. Patriarche, comment faire d'une femme qui est tout le temps dans sa famille? Elle est tout le temps en voyage dans la famille, pourtant à la maison elle ne faut rien, c'est moi qui fais tout, elle vient rarement dans ma famille. Il ne fallait pas dire que c'est toi qui fais tout, parce que là j'allais dire qu'est-ce qu'il faut faire. mais maintenant, quand tu dis elle fait tout et vous faites tout, je ne sais plus quoi dire. Hein? Moi je sais que il y a eu des mariages où la belle famille protège les amants de la fille, les ex. C'est-à-dire, quand j'étais tout petit, quand j'avais moins de 20 ans, j'avais habité chez quelqu'un qui était témoin de Jéhovah.
et qui était en même temps, permettez vraiment que je dise les bêtises, mais je suis obligé, parce que je n'oublierai jamais l'image de cette histoire-là. Et on sait que les histoires d'adultère ne sont pas, sont d'ailleurs la première recommandation chez les gens de cette religion. Et c'est grâce à ces messieurs que moi j'ai connu les témoins, j'ai commencé à fréquenter le milieu et tout. Mais lui, il n'était pas marié, mais sortait une femme mariée, témoin. Et qui protégeait les relations? La belle-mère, entre guillemets, c'était finalement sa belle-mère aussi, dont la maman de cette fille. Pourquoi elle pouvait être la seule qui protégeait cette relation? Simplement parce que chez les témoins de Jéhovah, les femmes témoins sont surveillées par d'autres témoins. C'est ce qui fait que si tu veux te marier d'une fille pala, mais et que tu peux l'amener à être témoin de Jéhovah, tu auras gagné une fille fidèle, une femme fidèle. L'infidélité n'est pas tolérée dans ces milieux, ni pour l'homme, ni pour la femme. Voilà. Ok, patriarche, pourquoi la femme qui porte l'enfant 9 mois n'a pas le droit de parler lors de la cérémonie de la dot? La femme parlait toujours, mais il faut un porte-parole. Hein? Il y a un modérateur. Oui. Même depuis la nuit des temps, il y a quelqu'un qui doit gérer la dot. C'est quelqu'un-là peut bien être, est rarement même La femme a son mot à dire lors de la dot? Elle a son mot à dire parce que quand on dote une personne, moi je parlais communément chez les Bantous, la femme, on réserve quelques présents, quelques cadeaux pour elle. Oui. Et ces cadeaux-là, c'est elle qui dit qu'est-ce qu'elle veut. Bon, mais c'est pas que quand on a déjà décidé que la fille doit se marier, madame vient dire non, elle ne se marie pas. Là, l'autre, là, ne peut pas. Le jour de la cérémonie, professeur, on voit rarement la mère de la mariée à côté des anciens. Non, mais elle n'a rien à voir. C'est de ça qu'il s'agit. La femme, l'enfant ne l'appartient pas. L'enfant l'appartient pour l'encadrement qu'elle reçoit de l'enfant. L'enfant ne l'appartient pas. C'est elle qui porte le bébé 9 mois et l'enfant ne l'appartient pas. Oui. L'enfant t'appartient parce que quand ton enfant grandit, il ne donne rien à son père. Il donne tout à sa mère. Mais même le bavardage, l'homme ne doit pas parler, mon frère. Que la femme se taise. Elle attend qu'on arrange les choses. Elle ne reste pas derrière manger. Hein? L'enfant appartient à la femme par rapport au présent, au cadeau, à l'encadrement. Les enfants encadrent plus leur maman que leurs parents. Mais c'est l'homme qui prend la dot. Ouais, c'est ce que je dis, donc il y a des moments, où l'homme au moins le faire semblant, hein, lui permettent à ce qu'il mette la main sur la poitrine en disant ça c'est mon enfant. Même si on lui a donné l'enfant la cadeau, ayant pris l'enfant ailleurs, et que lui ne sait jamais que cet enfant-là n'a jamais été le sien. Hein? Mais au moins le jour-là, c'est lui qui a le dernier mot, la femme n'a rien à dire. Mais après, maintenant, qui va rester, qui sera dans la belle famille, dans la famille du mari, de la fille, plus que qui? C'est la femme. Toujours elle est chez sa fille parce qu'elle a accouché, toujours elle est chez sa fille parce que c'est comme ça qu'elle rentre avec des cadeaux, on ne donne rien à l'homme. Pourquoi les femmes aimeraient bien avoir tout dans un ménage? C'est elle qui a le dernier mot au lit. C'est elle qui dit que ça c'est ton enfant. C'est elle qui va prendre les biens à la belle famille. Oui. Hein? Mais c'est elle encore qu'on doit dire, hein, parlons. Elle vient encore rester là donner son avis. D'accord. Non, son avis est en arrière-plan. C'est tout. Ok. Professeur Emmanuel Lipote, on est arrivé au terme de cette édition. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est qu'on remercie bien on remercie tous ceux qui nous ont accompagnés jusqu'ici, surtout dans ces thèmes qui a permis à ce que certaines posent des questions assez sérieuses par rapport au thème, parce que d'habitude, les gens sont en déphasage avec le thème. Voilà. Chers téléspectateurs, nous avons été ravis de vous savoir nombreux à nous écouter ce soir.
ou alors à nous, professeur Oui, Emmanuel à nous Lecoq, suivre. à nous suivre ce soir. Merci. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.